Et on enchaîne directement avec l'autre table ronde qui sera animée par Jean-Philippe Fouquet. Et le sujet concerne les recherches qui associent la sociologie. Et pourquoi associer la sociologie du travail des organisations dans le cadre de nos recherches participatives. Et Jean-Philippe, je t'invite à rejoindre l'estrade et accompagné de tes invités. Oui, Anne a bien vu. Sollicitant, vous deux, Madame Pasco, et puis je serai avec toi mais je te laisse en tant qu'éminent représentant des sciences humaines. Bien, bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez bien? Ça fonctionne bien? Merci d'être venu et merci surtout de tenir malgré cette chaleur particulièrement forte. Donc cette table s'intitule « Montée des projets de recherche croisant santé, sciences humaines et sociales. Quelles attentes, quels apports, quelles applications ?» Alors, au départ, j'avais pensé redire un peu finalement pourquoi cette table, comment finalement ce qui se fait maintenant au Living Lab depuis un certain nombre d'années explique la tenue de cette table. Et finalement, je trouve que ça ne sert à rien de le faire parce que ça a été dit aussi bien que je pourrais le dire, même certainement mieux, par la plupart des intervenants sur des sollicitations en lien avec les sciences humaines. On a eu des discussions ce midi au moment du déjeuner qui ont permis aussi d'aborder tout un tas de sujets qui montrent qu'effectivement on avait vocation à se rencontrer. Alors c'est pas d'aujourd'hui qu'on se rencontre, mais enfin c'était intéressant de faire ce point. Juste pour présenter les 4 participants à cette table. Donc, Madame Pasco, Anne, donc vous êtes responsable médico-social à la direction prévention et accompagnement mutualiste, Fédération nationale de la mutualité française. Monsieur Alex Albert. Alors, j'ai commencé par les femmes, mais après, c'est par ordre alphabétique. N'y voyez aucun message caché. Professeur Alex Albert, donc, qui est professeur de sociologie à l'Université de Tours, et Monsieur Thierry Lecomte, PUPH gastro-entéro, hépato et cancérologie digestive au CHU de Tours et à l'Université de Tours, et Monsieur Denis Mulman, PUPH en rhumato, CHU de Tours et Université de Tours. En fait, ce que je propose pour que cette table soit la plus fluide possible, c'est de partir de ceux que j'ai qualifiés, Madame Pasco, Denis et puis Thierry, ce que j'appelle les sollicitants finalement des sciences humaines, de par des questionnements, de par des réflexions, de par de travaux. Je pense à ce que vous disiez Thierry aussi, peut-être des constats qui finalement montrent que y a des questionnements pour lesquels vous vous dites, même si Wassim a dit que ce n'était pas toujours facile de savoir ce qu'était un sociologue et encore moins un anthropologue. Voilà, je propose de partir de vous 3 en tant que sollicitant des sciences humaines et ensuite, Alex, si ça te convient, de te donner la parole comme membre de cette institution, de cette discipline qu'est la sociologie en tant que sollicité. Thierry, si ça ne vous gêne pas, je partirai bien de vous parce que quand nous avons échangé pour préparer autant que faire se peut cette table, vous avez évoqué, je vous cite, donc j'ouvre les guillemets, parce que ce sont les propos de Thierry, à propos de recherche, des travaux montrent qu'une approche purement techniciste du problème de l'accès aux soins de support en cancérologie aurait abouti à des solutions centrées sur l'information, alors que l'enquête qualitative a révélé des déterminants bien plus complexes, réticence identitaire, représentation du corps malade, rapport à l'hôpital. Et finalement, en quelque sorte, une prise en considération de questionnements sociologiques
qu'on retrouve dans l'article que vous avez bien voulu me partager, qui s'appelle « Comprendre les inégalités dans le recours aux soins de soutien afin d'améliorer les pratiques tout au long du parcours de soins contre le cancer ». Donc c'est en anglais. Alors, je ne vous cacherai pas que je me suis demandé si à un moment donné, vous n'étiez pas sociologue, parce que j'ai trouvé des mots, des expressions, qualité de vie, interview de personnes touchées par le cancer, recherche qualitative, se rapprocher des professionnels, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, finalement, cette thématique, sur cet article, et de manière générale, comment, à un moment donné, ces sujets-là qui sont, sans disqualifier votre cœur de métier, mais qui en sont un peu périphériques, deviennent aujourd'hui, ou peut-être qu'ont toujours été, mais des sujets que vous investiguez, pour lesquels vous avez envie soit de les mener vous-même, soit de coopérer avec des gens issus de cette famille des sciences humaines et sociales, et idéalement des sociologues, mais aucun sectarisme de ma part. Très bien, merci pour l'invitation en tout cas. Je pense qu'on est sociologue, mais sans le savoir, en fait. On pratique la sociologie sans savoir bien la définir, mais après, c'est notre quotidien. Donc, j'ai aussi la casquette de président du réseau Oncocentre, un dispositif régional de cancérologie, donc qui va au-delà de la technicité dans la prise en charge des patients au CHU. Il y a le côté tourner vers les territoires, café des aidants, soins de support qui quand même sont des éléments importants dans la prise en charge des parcours des patients et en lien avec toute leur singularité. Donc moi, le constat que je fais ces dernières années, notamment sur le prisme de tout ce qui est soins de support, notion de qualité de vie, c'est que ça devient un enjeu important pour nous, pour les patients surtout, sauf que le côté qualitatif, dans nos schémas sur lesquels on est construit, c'est pas vendable, en tout cas au sein des cercles sur lesquels on évolue. Je dirais, il y a le diktat du P sur les courbes de survie et le côté qualitatif, évaluation de la qualité de vie chez les patients, c'est quelque chose qui est assez mineur et qui, à mon avis, a tout intérêt à se développer. Et je dirais que le côté sciences humaines dans les études que l'on mène devrait être pas obligatoire, mais indispensable, je dirais. Parce que je relatais un petit peu mon expérience, c'est qu'on a eu un projet régional soutenu par la région avec le LIFAT sur le développement d'une web application entre guillemets, pour essayer de faciliter l'accès aux soins de support, parce que les soins de support, c'est, l'activité physique, la psychologue, entre guillemets, c'est difficile à prescrire par rapport à un médicament contre les nausées et les vomissements. C'est le système d'accompagnement, c'est que tous les patients ne sont pas forcément réceptifs à ça, la démarche. Donc, c'est pas juste délivrer une drogue à la pharmacie. Donc, il y a quand même des enjeux d'acceptabilité qui renvoient au parcours de vie, à la singularité de chaque patient, qu'on doit prendre en considération, qui nécessitent du temps, des efforts d'explication. Et donc, il existe plein de soins de support dans la région. Ils ne sont pas forcément bien visibles. Et donc, on se disait, sur l'exemple que le LIFAT avait fait de web application ouvert à l'offre touristique, on s'était dit pourquoi pas faire le même type de démarche pour les soins de support, les rendre plus visibles au travers d'une nouvelle application, où par exemple le patient pourrait dire je suis plus tourné vers la psychologue, vers l'activité physique, vers l'acupuncture, des choses comme ça. En fait, on était parti sur le prisme de l'outil, et en fait on a associé à notre démarche l'équipe éducation santé éthique pour justement qu'il y ait un travail sociologique, d'interview des patients pour mieux comprendre leurs besoins et ce qu'ils seraient prêts à accepter. Et donc c'est vrai que ça a été très riche d'échanges. Et donc en fait, le côté technique, ça suffit pas. Donc je dirais qu'en amont, au travers d'entretiens, me paraît absolument indispensable si on part dans le développement d'outils numériques, s'il n'y a pas ce prérequis, cette analyse de savoir les déterminants de l'usage susceptible d'être apporté par ce type d'application. Je pense que c'est pas suffisant. Alors ça fera un bel outil, mais s'il n'est pas utilisé, quel est le sens à tout ça? Donc voilà un petit peu comme point de départ pour alimenter la discussion. Et puis je pense aussi, c'est qu'il y a aussi le cancer, par exemple, on inculque des messages, il faut se battre, mais c'est vrai que quand on leur dit qu'il faut faire appel à un psychologue, ça peut être aussi vécu comme un aveu de faiblesse. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut appréhender. Et ça ne se limite pas à prescrire une chimiothérapie. Donc il y a la dimension humaine qui est très importante et qui nécessite, sur lequel il y a beaucoup de travail à faire.
indéniablement. Donc c'est pour ça que je dirais que le côté études ancillaires, sciences humaines me paraît indispensable. Alors historiquement, dans les appels d'offres sur les études, il y a toujours un volet médico-économique qu'il faut mettre. Voilà, je me dis peut-être que remplacer le volet médico-économique qui généralement aboutit à peu de valorisation, en tout cas au travers de mon expérience, je pense qu'il faudrait plutôt rendre indispensable un volet sciences humaines à tout ce qui touche des projets de recherche clinique. Voilà. Bon. Et je tiens à dire que c'est valorisable, alors peut-être pas dans des revues d'aussi gros impact factor que les autres revues en cancérologie, mais ça peut être valorisé. Et je suis très content que l'article ait suscité une certaine... Alors je ne l'ai pas fait tout seul, moi je suis co-auteur, mais c'est surtout l'équipe d'éthique, éducation et puis le LIFAT aussi qui ont été associés. Donc vraiment trois... Et c'est très riche pour nous. Alors je ne comprends pas toujours le point de vue des sociologues, le point de vue des informaticiens, mais on arrive à parler quand même. Voilà. Voilà ce que je voulais dire un petit peu. J'espère que on y reviendra. C'est assez clair. Et puis peut-être laisser la parole à Denis maintenant. Si... Ouais, on y reviendra. Alors c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait Katia. Je pense que l'histoire des volets de sociologie, on pourra en dire deux mots parce que ça a été un de nos combats perdus pour l'instant. Mais voilà. Denis, pareil, lorsqu'on avait échangé ensemble, pareil, j'avais trouvé très intéressant un certain nombre de mots-clés. Alors là, pareil, je les ai cités. Aller vers de la médecine personnalisée, il faut toucher les gens. Le lien que vous faisiez entre accessibilité aux soins et dimension territoriale. À un autre niveau, vous utilisiez les termes, je vous cite, coopération, appropriation des changements, autant par les professionnels que par les patients. Est-ce que vous voulez bien revenir sur ça, y compris en lien avec ce que vient de dire Thierry, sur quand même quelque chose qui finalement n'est pas étranger à vos questionnements, mais pour lesquels il y aura peut-être qu'il y a encore un temps, j'imagine qu'Alex réagira au fait que le qualitatif n'est pas vendable, mais je ne sais pas, est-ce qu'on peut tu peux développer un peu là-dessus? Enfin, vous pouvez développer un peu, s'il vous plaît. Mais bien sûr. Oui, merci. Alors moi, je travaille plus dans le champ des maladies inflammatoires, qui sont quand même pas très souvent mises en avant. Elles sont un peu dans le cône d'ombre, puisque vous savez qu'on travaille beaucoup, il y a des programmes, des financements de la recherche sur l'Alzheimer, sur les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer. Mais finalement, ces maladies, donc ça va de la sclérose en plaques à la polyarthrite, en passant par les maladies inflammatoires coliques, sont vues, non pas comme un ensemble, mais voilà, comme voilà, des choses un petit peu séparées, alors qu'elles représentent, si on les réunit, presque 10% de la population. C'est quand même considérable, et c'est des maladies qui vont accompagner la vie de malades, parfois du plus jeune âge jusqu'à la mort. Ça s'arrête jamais. Et donc, évidemment, quand on regarde, moi j'avais regardé l'accessibilité, j'étais parti de là, puisque faire de la médecine personnalisée, de la médecine un peu, on dit médecine de précision, thérapie innovante, tout ça c'est très bien quand vous habitez à côté d'un centre tertiaire où vous allez savoir que vous allez pouvoir être inclus dans un protocole, parce que votre état de santé ne trouve pas de solution et vous avez la chance de traverser la rue et d'aller dans un centre d'investigation et vous livrer à cette expérimentation, puisque c'est quand même une expérimentation, d'un essai randomisé pour tester quelque chose de nouveau. Mais ça, c'est très bien. Mais c'est pas pour ceux qui sont loin. En fait, et même si on regarde la médecine aujourd'hui, tous les jours on reçoit des courriers pour demander des rendez-vous, pour voir des patients, et qui pourtant sont dans la région et ils habitent à 150 km. Alors voilà, ça c'est quand même le point intéressant. Alors on développe des outils. Moi, je travaille aussi sur des outils de ce qu'on appelle les point of care, c'est-à-dire des tests qu'on peut réaliser à domicile avec des choses comme ça. Donc peut-être qu'il faudrait qu'un jour que je parle de ça. Donc j'ai une collaboration avec quelqu'un qui a développé ça dans un autre pays, je ne peux pas dire où, mais bon voilà, c'est des choses qui sont
intéressantes, mais il faut les apporter. De cette manière, il faut à un moment apporter les choses. Sinon, on ne touche pas les malades. On ne touche pas vraiment les personnes, les patients. Voilà. Donc j'avais proposé, il y a sous l'initiative, enfin plutôt le conseil de mon directeur d'unité. Donc je travaille dans une unité CNRS qui s'appelle le CBM. Donc Mathieu Réfrégé m'avait dit, bah oui, tiens, tu devrais postuler. Le CNRS fait des projets collaboratifs interdisciplinaires. Bon, j'avais postulé, on n'avait pas été retenu. Mais on a la chance à l'université de Tours d'avoir un président qui a décroché un appel d'offres excellence pour des projets et qu'il a eu, je pense, c'était une bonne idée de mettre la recherche, interdisciplinaire, non pas multidisciplinaire, interdisciplinaire. C'est pas quelque chose qu'on rajoute. C'est pas je suis pas trop sûr que quand on dit on va faire un volet sociologique, ça va. Non, il faut que ce soit interdisciplinaire. C'est pas le cherry on the top. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment travailler avec les personnes pour arriver à ce qu'on veut. Et grâce à Samuel Le Turc, j'étais en contact aussi avec Thomas. J'ai rencontré Adrien Guettet, donc qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il était en déplacement. Et on a travaillé avec un autre chercheur, donc un chimiste. Donc on a fait quelque chose d'assez... ce qu'on avait envie de faire. On n'a pas cherché à faire plaisir. C'est ce qu'on avait envie de faire chacun de nous trois. C'est-à-dire disposer des compétences pour aborder des questions scientifiques sur ce qu'on appelle l'exposome, l'exposition, l'environnement. Donc Jean-Marc Bonmatin travaille beaucoup sur les abeilles, les vers de terre, tous ces éléments de la nature qui subissent les conséquences des pesticides. Adrien Guettet est un biographe, un biogéographe, donc c'est quelqu'un qui fait de la géomatique et qui regarde les aspects d'environnement, notamment les espaces verts. Donc il y a quelqu'un je parle pour lui, mais qui a développé une cartographie des espaces verts, qui sont des choses qui de plus en plus maintenant apparaissent comme sur le plan de la santé, qui pourraient avoir un effet positif sur des maladies chroniques comme celles auxquelles je m'intéresse. Et puis tout ça allait bien dans le sens, puisqu'on a l'exposition, puisqu'on a l'environnement, pourquoi ne pas aller jusqu'à l'accessibilité ? Et j'espère qu'avec ce programme, donc Loire-Val Health, que nous avons obtenu et qui va commencer, je pense, au mois d'octobre, nous allons pouvoir aborder la problématique de l'accessibilité aux soins et permettre, je reprends ce que je disais au départ, que la médecine personnalisée, la médecine un peu innovante, puisse toucher l'ensemble des personnes. On y reviendra là-dessus. Je propose qu'on poursuive je suis désolé, je vous tourne le dos. On y reviendra parce qu'il y a quand même quelques questions qui sont liées à ce que vous venez de dire. Vous, Madame Pascaud, d'une certaine manière, alors, les questionnements autour des SHS sont d'une nature un peu différente et vous les appréhendez autrement, puisque je rappelle, vous êtes responsable médico-social à la direction prévention et accompagnement mutualiste. En fait, mes interpellations vous concernant, elles portent plus sur votre posture. Vous vous êtes qualifié pendant notre échange, si je ne dis pas de bêtises, de coup de pouce. Vous m'avez dit que vous étiez un coup de pouce, vous m'avez dit que vous étiez une facilitatrice dans l'animation de réseaux d'accompagnement autour d'innovation, si je ne dis pas de bêtises, qui convoque des sciences humaines et sociales. Donc, j'ai un peu la même question que celle adressée à nos deux collègues. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes dans des situations pour lesquelles vous vous dites les sciences humaines de manière générale, et j'espère un peu plus la sociologie, mais on va dire les sciences humaines et sociales, peuvent être des moyens de solutionner, de répondre ou d'alerter. Comment ça vient ? C'est un cheminement ?
Alors, peut-être pour représenter un peu et contextualiser peut-être ma présence et surtout le qualificatif que j'ai employé, parce que je voudrais quand même commencer par situer un peu donc la Mutualité française. Hein, c'est une fédération et du coup, vraiment, et depuis très longtemps, l'innovation est vraiment considérée comme un levier stratégique majeur, et encore plus, on va dire actuellement, avec pour répondre à des transformations qui sont profondes et sur lesquelles on est très attentive. C'est le vieillissement de la population, les inégalités d'accès aux soins. On travaille aussi beaucoup cette question. Et puis, on en a parlé déjà, les mutations numériques, sociales, écologiques. Et donc, par rapport à ça, et donc je vais venir un peu à votre question, mais notre ambition, il est immense en fait, hein, mais on apporte aussi, donc on essaie d'apporter notre pierre à cet édifice, et en tout cas face à ces défis, c'est que notre système aille vers plus de prévention, donc plus d'accessibilité et surtout aussi plus de solidarité, puisque c'est l'ADN aussi de la Mutualité française. Et donc du coup, on s'intéresse donc depuis longtemps à l'innovation au sens large du terme. Donc elle n'est pas que technologique, mais organisationnelle, sociale, et donc elle s'inscrit pour nous dans les territoires. Et c'est pour ça que j'ai qualifié qu'on était peut-être un peu facilitateur ou accélérateur, parce que du coup on a plusieurs outils, et pour cela on donne des coups de pouce, c'était le terme effectivement que j'ai utilisé, dans le sens où on a un écosystème aussi qui a été organisé, mis en place depuis quelques années, pour accompagner des projets, des expérimentations, et donc les expérimentations par exemple du Youth Tech Lab, mais pas que. Il y a là aussi le Santic qui est représenté. Donc on a vraiment, il y a un engagement fort dans les territoires pour porter des innovations, des expérimentations. Et donc, on a des outils financiers et en même temps des organisations. On a un fonds Mutuel Impact qui permet aussi de soutenir des startups qui travaillent sur des expérimentations. On a eu sur des exosquelettes, etc. On est dans notre écosystème, on a la Fondation de l'Avenir, que peut-être certains connaissent, et qui soutient depuis plus de 30 ans la recherche appliquée des projets d'innovation en santé. Et puis on a également un fonds de solidarité qui permet donc d'octroyer des coups de pouce donc financiers pour permettre de monter des projets. Et donc voilà, on a 2 sessions par an d'appel à projets finalement. Et donc les adhérents mutualistes, comme donc les structures de Vive 3 par exemple, peuvent candidater, et du coup on va chercher évidemment, donc on étudie les projets innovants avec comme priorité le grand âge, la petite enfance et l'accès aux soins, puisque les premiers recours. Et donc du coup, pour les projets innovants, puisqu'on a aussi des projets de développement, effectivement on va s'intéresser à des projets qui qualifient vraiment l'innovation, parce que pareil aussi, des fois on parle beaucoup d'innovation, mais vous êtes les mieux placés que moi pour aborder et maîtriser ces sujets, mais on cherche vraiment à ce que l'innovation soit qualifiée, avec comme objectif, in fine, d'abord d'accompagner, mais surtout donc de suivre avec les gestionnaires, et donc les instances comme, je ne sais pas comment qualifier, vous m'excuserez, mais en tout cas, voilà, bon, mais merci, ça me enlève une épine du pied. Donc de suivre et d'accompagner l'évolution de ces expérimentations, dans l'objectif pour nous qu'elles soient, évidemment, on l'espère, essaimées et en tout cas partagées déjà avec les collègues du réseau mutualiste, qui est quand même représente beaucoup de structures, et in fine d'usagers à la fin, parce que c'est notre préoccupation forcément. Et voilà, donc du coup on accompagne et on fait le point régulièrement avec les structures.
Mais en fait, j'ai envie de dire, les projets viennent à nous, si vous voulez. En fait, on impulse des priorités, des orientations, qui sont celles qui sont portées par la Mutualité française et son président Éric Chenu et le conseil d'administration. Mais après, les projets viennent à nous. Alors évidemment, on les sélectionne, mais sur leur solidité, l'accompagnement, la méthodologie qui est utilisée, évidemment qu'elle soit scientifique, etc. Mais après, on a aussi confiance avec les partenaires que l'on connaît de longue date et avec lesquels on a pu travailler dès l'origine, comme notamment donc, le Youth Tech Lab. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Et vraiment, enfin, du coup, nous, on est ravis, enrichis de pouvoir aussi accompagner donc, ces projets, mais qu'il y ait donc, et ça j'insiste vraiment là-dessus, il puisse y avoir après un échange entre pairs et une restitution et voir comment on peut essaimer, faire connaître. Nous, après, donc, on va être un maillon de transmission, puisqu'on a aussi, donc, dans nos missions, on fait de l'influence auprès des pouvoirs publics. On est représenté à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. On a des liens, bien sûr, avec le ministère et d'autres instances. Donc, quand on peut faire connaître les expériences en cours ou réussies, parce que je crois que ça a été dit à plusieurs moments, c'est vrai qu'il manque parfois d'instances dans lesquelles on peut faire partager les expériences en cours, les innovations qui se mettent en place et surtout les résultats. Et on le dit souvent à la CNSA, en tout cas pour tout ce qui est branche autonomie, que voilà, ça manque un peu d'huile dans les rouages et surtout de lieux, d'instances, de bibliothèques qui permettent de recenser tout cela et de montrer les expériences réussies. Alors, je reste avec vous un instant avant de passer la parole à Alex. Si je prends simplement, alors c'est pas du tout pour vous mettre en difficulté, mais quand vous parlez d'inégalité d'accès aux soins, vous dites finalement les projets viennent à nous. Je crois comprendre qu'il y a un enjeu chez vous et un travail qui consiste à accompagner l'innovation, peut-être même la porter, voire l'impulser. Si on reste sur l'inégalité des soins, elle n'est pas nouvelle finalement. Qu'est-ce qui fait que, encore une fois, aujourd'hui, peut-être plus que par le passé, il y a une forme de sensibilité qui interpelle un peu comme le disaient Denis et puis Thierry tout à l'heure sur les psychologues, c'est sciences humaines et sociales. C'est venu de vous? C'est plutôt des gens qui vous disent là, il y a des questionnements sur lesquels on est juste? Comment... Les projets en fait émergent du terrain. C'est le terrain. Voilà, c'est le terrain qui monte, enfin qui est le, comment dirais-je, qui initie, enfin ou qui inspire. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est comme ça que je vois les projets et comment en fait les interactions entre moi j'appelle gestionnaires au sens large du terme et adhérents mutualistes, mais qui vont parce qu'il y a un besoin qui est identifié dans les territoires et dans les structures. Alors, je veux parler du médico-social peut-être en particulier, et du coup d'un besoin, d'une problématique auquel sont confrontés les professionnels pour répondre soit à leurs propres besoins, aux besoins des usagers, va émerger l'idée d'abord, est-ce que la solution existe déjà, évidemment, et sinon, si elle n'existe pas, peut-être trouver le moyen par nous-mêmes de trouver une solution et de l'expérimenter. Et aujourd'hui, il y a tellement de sujets qui font que on a besoin d'abord il y a des problèmes de financement, donc ça a été dit ce matin par l'interlocuteur. C'est vrai que si je prends le secteur des EHPAD, il y a vraiment des grosses difficultés de financement et on attendait une réforme en profondeur qui vient pas, mais donc pour faire face aussi à l'attractivité des métiers, aux difficultés de
d'accompagnement au quotidien des usagers au sens large du terme, parfois il faut trouver des solutions, des solutions palliatives, et ça passe par l'expérimentation, et du coup on peut répondre en partie par un accompagnement financier et ou des échanges avec, je le disais, la Fondation de l'Avenir par exemple. Donc c'est une des manières d'apporter ces réponses. Merci. Alex, on ne va pas faire comme si on ne se connaissait pas. Comment tu accueilles toutes ces questions, toutes ces réflexions venant alors de deux médecins, d'une structure comme ça autour. Voilà. Bon, j'espère que tu vas pouvoir réagir au fait que le qualitatif n'est pas vendable. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse de mieux, de plus pour le rendre un peu plus vendable, à défaut de dire sexy. Mais plus sérieusement, comment toi, en tant que sociologue du travail, mais pas que, enfin si tu peux, tu pourras toujours développer là-dessus, comment tu accueilles ces nouveaux sujets? Voilà, on entend Madame Pasco qui parle bien de nouveaux questionnements, de nouveaux sujets, etc. Qu'est-ce que ça suscite comme sollicité? Même si, encore une fois, à Tours, je trouve qu'on peut au moins faire acte d'autosatisfaction, que ce soit l'université et le Living Lab en est une concrétisation. On a déjà, je pense, collectivement, un certain nombre d'entre nous œuvré à ces formes de rapprochement. Mais voilà, comment tu reçois des questions pour lesquelles je ne suis pas sûr d'avoir répondu, où on l'a fait entre nous, où on a essayé, et puis après j'aurai d'autres questions qui... Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est Denis ou Thierry, je crois que c'est toi, Denis, tu as dit interdisciplinarité, pas multi ou pluri en y mettant le ton. Qu'est-ce que ça suscite comme réflexion chez toi? Mais avant de te répondre, je te remercierai déjà pour ton invitation, Jean-Philippe. Je suis très honoré, je suis très content d'être là. Ce que ça suscite évidemment de l'intérêt, de l'enthousiasme, voire et de la curiosité. J'ai plein de questions à poser. Non, c'est vrai. J'ai entendu beaucoup de choses intéressantes. Alors, l'idée de la nécessité d'utiliser les sciences humaines pour favoriser l'acceptation de nouveaux protocoles de soins. J'ai entendu parler d'accessibilité, de traduction, en fait, finalement. C'est-à-dire comment une innovation en tant que telle ne parvient pas à s'imposer. C'est des choses que la sociologie a montré de longue date, et c'est des sujets qui sont intéressants, sur lesquels il faut échanger, et je pense qu'on peut apporter beaucoup, effectivement, et qu'il y ait, je l'ai entendu aussi, donc un bruissement, une prise de conscience de l'intérêt de la démarche sociologique actuellement, enfin dans les sciences humaines, pardon, c'est une très bonne nouvelle, donc je suis plutôt content d'être là et content d'entendre ce que j'entends. J'ai envie de réagir sur un certain nombre de choses, peut-être tu préfères lancer des questions? Non. Oui, cette idée qu'une innovation ne s'impose pas par elle-même, je parle plutôt aux collègues qui sont dans le soin, elle est très connue en sociologie. Alors, je ne vais pas vous faire un cours, c'est pas l'endroit, mais on s'est interrogé notamment il y a une vingtaine d'années sur la manière de faire accepter aux utilisateurs une innovation du type Internet. À l'arrivée d'Internet, personne ne savait quoi en faire. Vous pouvez regarder des vidéos virales des années 90 où quelqu'un explique qu'il va créer un site internet. Je ne sais plus quel présentateur vedette à l'époque lui dit « mais un site internet, mais qu'est-ce que je vais faire de ça ?» Donc on sait très bien que quelle que soit l'innovation qu'on apporte en médical, il faut, comme le disait Thomas tout à l'heure, un cadre socio-technique. Il faut une grille de lecture, il faut des usages possibles, il faut une prise en compte de ce qui s'y joue. Et ça n'est jamais spontané. C'est un travail de construction qui n'est pas généralement porté en tant que tel dans l'innovation en elle-même. C'est-à-dire, il faut la présenter, il faut la faire accepter, etc. La sociologie évidemment, elle s'est beaucoup intéressée à ces processus depuis très longtemps. Je crois que favoriser l'innovation, favoriser le changement, que ce soit notamment dans les contextes de travail, la sociologie s'y attelle depuis les années au moins 1930, je dirais. On ne dit plus les années 30, maintenant ça va être ambigu, donc les années 1930, donc ça va faire un siècle qu'on demande à des sociologues, aidez-nous à changer, à faire accepter, à faire comprendre, à faire admettre des changements qui ne vont pas de soi pour les gens qui sont concernés. Bon, donc, oui, travaillons ensemble, fabuleux. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a un intérêt évident. Enfin, vous me demandez ça à moi, oui, il y a un intérêt, il y a un éclairage, mais qui est plus qu'un éclairage, qui est généralement un ouvre-boîte, quoi, un levier pour faire changer les choses qui vient de la sociologie. Mais ça ne peut pas se faire n'importe comment, ça ne peut pas se faire à n'importe quelle condition non plus. Sans doute celle d'une vraie interdisciplinarité, j'ai entendu ça. J'ai entendu, il faut vraiment travailler ensemble pour arriver à ce qu'on veut. C'est vrai.
Et le problème, c'est que si vous mettez un sociologue autour de la table et que vous lui dites travaillons ensemble pour arriver à ce qu'on veut, il va vous dire mais que voulez-vous exactement? Quel est le but concret? Où est-ce que vous allez, etc. Et c'est l'une des difficultés. Enfin, je ne vais pas commencer à soulever toutes les difficultés de l'interdisciplinarité, mais c'est vrai que les sciences humaines apportent aussi un recul qui est parfois un recul critique, qui n'est pas toujours simple à intégrer. Mais ça fait partie des choses qui seront peut-être à traiter dans la discussion. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais juste pour réagir sur les résultats qualitatifs, je l'ai entendu combien de fois. J'ai fait un certain nombre de recherches financées, notamment pour des ministères ou des choses comme ça, où on me disait, voilà, un économiste, il arrive avec un résultat, il dit plus 3%, on est dans une p-value satisfaisante, donc tel protocole expérimental fonctionne, allez banco, on signe une proposition de loi. Bon, les sociologues, on arrive et on dit toujours, comme le dit souvent Thomas Sigaud, c'est plus compliqué que ça. Vous nous posez une très bonne question, mais on revient avec une autre question qui était, mais au fond, que voulez-vous? Qu'est-ce qui est au cœur de la démarche, etc. Et donc, oui, on a beaucoup de mal à vendre nos résultats. Comme un certain nombre de collègues ont l'impression de se vendre parfois en faisant des travaux trop directement instrumentaux. Mais il me semble que ces difficultés-là sont peut-être du passé, qu'on va faire admettre. Il me semble qu'il y a des défis tellement colossaux qu'à un moment donné, il faut accepter de dépasser nos frontières disciplinaires, nos frontières méthodologiques aussi, et les limites de notre compréhension du monde. Le chiffre, en tant que tel, ne peut pas suffire à tout comprendre. Évidemment, les phénomènes fins, ce qui fait le cœur de nos vies, c'est du langage. Et les sciences sociales ont cette capacité à mobiliser et à interroger le langage. Je me tais. Non, c'est très intéressant. Enfin, il y a plein de pistes. Mais là, je soumets ma réflexion à vous quatre. Parce que quand même, quand on reprend les termes de Thomas à vos souhaits sur l'apport de la sociologie, le cadre sociotechnique, enfin, on a tous vu ça, Crozier qui le pose depuis très très longtemps, et toute la sociologie de l'innovation. Il me semble quand même, et sans te faire injure, toi et moi faisons partie pas du passé, mais des gens qui avons un peu de sociologie derrière nous. Thomas, il vient aussi, tout doucement, inexorablement. Moi, j'ai quand même l'impression que pendant des années, y compris dans le domaine de la santé, on était plutôt sur ce que tu décrivais au début, c'est-à-dire un peu des pompiers de service. En gros, ça ne fonctionne pas, les gens n'adhèrent pas, etc. Aidez-nous. Et c'est là où on expliquait que si l'objectif c'était de nous faire, d'aider à vendre, il s'était adressé à de mauvaises personnes, puisqu'on ne sait pas faire ça. En revanche, moi je trouve quand même que depuis quelques années, on a un peu évolué. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi, tous les trois, que la nature de la sollicitation à l'égard des sciences humaines, parce que Alex dit quelque chose de très vrai, finalement c'est pas nouveau, mais on a l'impression que la nature de la sollicitation, elle a évolué. On est, tout à l'heure je faisais référence, mais Katia, ça va la faire sourire, parce que sur certains projets de recherche, on a des matrices qui sont tellement contraignantes qu'on nous dit il faut un volet sociologique, on le fait, on fait une méthodologie, et puis quand on veut copier-coller notre document, on nous dit ah ben non, il n'y a pas d'onglet, vous mettez dans l'UME. Et puis comme on est un peu des résistants, on dit bah non, on n'a rien à voir avec l'UME, avec tout le respect qu'on a pour l'UME, et en fait on s'aperçoit que même les matrices, moi j'ai quand même le sentiment que les choses bougent un petit peu et qu'on est sorti un peu de ce secours un peu de dernière minute parce que ça ne fonctionne pas, parce que ça n'adhère pas, parce qu'on ne les embarque pas. Vous diriez que vous, de votre côté, vous avez aussi le sentiment qu'on a évolué, ou que ça reste compliqué, avant d'avoir bien sûr quelques instants à l'interdisciplinarité et à l'acculturation sur lesquels j'aimerais bien... Est-ce que vous sentez que ça bouge, Thierry? Une réflexion un peu plus générale, c'est que je pense qu'il y a un enjeu éthique par rapport aux sciences humaines et sociales, puis aussi l'enjeu de mieux appréhender la complexité. Je pense là, il y a ça, parce que moi, le danger que je vois avec le numérique, c'est de vouloir simplifier les choses pour un souci des déficiences. Et que ce soit surtout un objectif économique. Parfois, on entend, quand on développe... Il y a un enjeu important pour la télésurveillance actuellement, notamment en cancérologie. Il y a des outils qui se développent où les patients sont acteurs, où ils renseignent avant l'administration d'une chimiothérapie, par exemple, voir comment ils vont pour anticiper un petit peu, pour faire qu'il y ait un accompagnement qui soit plus optimisé. Et souvent, la réflexion qui vient, c'est combien d'infirmiers en moins
En fait, il ne faut pas raisonner comme ça. Ça devient de plus en plus complexe. Ça va nous aider à mieux appréhender la complexité. Et c'est là, je pense que ça dépasse notre cadre purement technique. Et c'est là que je pense que la dimension sciences humaines et sociales doit venir en appui pour nous aider face à nos directions. Je dirais c'est un peu ça. Enfin, il y a un enjeu qui se trouve là. Parce que c'est vrai que pendant sur la médecine, on est vraiment vers une technicité de plus en plus importante au détriment des humanités. Donc le numérique, à mon avis, représente un enjeu pour restituer un petit peu plus d'humanité dans les relations qu'on peut avoir avec nos patients. Et voilà, je pense que l'enjeu, il est là, effectivement. Ça doit être réfléchi et conceptualisé en amont. Ou c'est à nous aussi de nous acculturer à ça aussi. C'est savoir qui solliciter par rapport à nos propres questionnements. Et c'est à nous d'être curieux et puis d'ouvrir la porte ou de frapper à la bonne porte, quoi. Voilà. Denis, tu veux réagir à ça ? Alors, alors peut-être pour vous aider à réagir, et Madame Pasco, sans du tout inviter à une guerre ou une hiérarchisation des disciplines médicales, des spécialités. Ce matin, le doyen Engoulevent disait que, par exemple, les collègues du DUMG avaient peut-être démarré un peu plus tôt, et c'est vrai que nous, en tout cas moi, les seules thèses qu'on accompagne, ce sont des thèses au DUMG. Est-ce que vous diriez aussi que, selon les spécialités, cet apport des sciences humaines et sociales, il est peut-être plus spontané, plus facile, alors même que si on reste sur l'innovation technique dont parlait Alex, je ne connais pas beaucoup de spécialités médicales qui soient aujourd'hui fortement touchées par la technologie, le numérique, bien avant encore, pour faire comme Alex au XXe siècle, avant même l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des spécialités pour lesquelles peut-être c'est moins évident parce qu'on ne sait pas ce qu'est un sociologue ou on ne sait pas ce que sont les sciences humaines et sociales? Je ne sais pas, en rhumato... Denis, je pense à ce qu'on avait fait même avec Julien Berrouet, par exemple, quand ils avaient introduit des casques de réalité augmentée, où à un moment donné, il y avait la question sur l'intégration de la technique par les internes, mais il y avait aussi tout un tas de réflexions sur le compagnonnage, comment ça redéfinit un peu le métier avec de nouveaux invités dans le jeu, des biomètres, des bio-ingénieurs, qui font qu'en fait, on sort un peu d'une sorte de... je vais lâcher le mot, mais de primauté du médecin ou de médecin seul dans la relation avec son patient. Est-ce que... Je ne sais pas, peut-être que ma question, elle n'est pas claire. Je ne suis même pas sûr de la comprendre moi-même, en fait. J'essaie de déchiffrer, mais je dirais que, en fait, tout ce qui restera de l'humanité, pour moi, ce sont les affects. Donc, quoi qu'on peut dire, voilà, les uns sont comme ci, les autres sont comme ça, en fait, c'est de personne à personne, quoi qu'il arrive. Et si moi, je m'entends avec Adrien Guettet, et si j'ai pu discuter avec Jean-Marc Bonmatin, c'est une question d'affect, c'est une question, voilà, les choses nous ont réunis, et j'ai aucun problème pour aller discuter avec quelqu'un, pour peu que ça corresponde et que les affects font le travail, c'est-à-dire que, et ça, pour moi, c'est indispensable. Après, on peut mettre de ce qu'on veut, on peut mettre de la technologie, on peut faire des choses très poussées, etc. Mais au départ, il faut déjà un intérêt, mais c'est pas un intérêt mercantile, ou c'est pas de l'utilitarisme, c'est de l'intérêt, de quelque chose qui est de l'intime, du discret, de quelque chose qui... Et ça, c'est pour ça qu'on est à l'université. Moi, je ne comprends pas qu'on trouve curieux de travailler avec quelqu'un qui n'est pas dans son champ de discipline. Je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai eu aucun problème à travailler avec des gens qui font des choses, des segmentations d'images, avec un psychologue. J'ai travaillé aussi avec... là, je travaille avec un géographe. Quand vous avez un problème de désert médical, vous avez besoin de quelqu'un. Ça s'appelle un géographe. C'est tout. Donc si vous n'avez pas compris ça, si vous n'avez pas l'idée qui vous vient, il ne se passera rien. Alors moi, si j'ai eu l'idée, je suis allé voir quelqu'un qui m'a dit oui, ça c'est une bonne idée, et on a pu construire quelque chose comme ça. Donc je trouve que tout est simple à l'université, il suffit de traverser et pousser la porte. Tout est simple à l'université. Oui, juste...
Moi, le constat, c'est que la crainte, nous, pour les professions de santé, c'est qu'on ne devienne pas des ingénieurs de santé. Voilà, qu'on se couvre derrière des actes techniques ou des choses très protocolisées, des arbres décisionnels, mais bon, les arbres décisionnels, ça ne couvre pas tout. Effectivement, ça fixe un cadre, mais il faut parfois sortir du cadre. Et je pense que les sciences humaines, elles s'imposent dans notre pratique et il faut savoir où sont les enjeux. Je citerai un exemple assez parlant. En cancérologie, il y a eu des avancées extraordinaires ces 20 dernières années. Il y a un type de tumeur qu'on appelle les tumeurs stromales, qui avant 2000, le pronostic était catastrophique, c'était 6 mois de survie. Puis il y a eu une meilleure connaissance de la biologie du cancer avec un traitement ciblé qui a fait exploser la survie. Avec des patients qui ont des survies de plusieurs années, qui iraient au travail, qui prennent goût à la vie, etc. Et en fait, on a constaté que la première cause d'échec du traitement, c'était l'inobservance. Donc ça pose énormément de questions et c'est pas quelque chose qui avait été appréhendé au départ parce que le médecin, super, on a trouvé de super traitement et puis en fait la situation d'échec est au fait que le patient ne prête pas le traitement. Mais c'est normal, il va mieux, il part en week-end, il voit les amis, il oublie le traitement. Et moi, les patients, quand je les prends en charge pour ce type de maladie, ceux qui me disent je prends toujours le traitement, je dis je ne les crois pas. Je ne crois pas, forcément ils oublient. Et donc, il faut bien connaître nos limites par rapport à ça, et que on n'est pas des robots, les patients ne sont pas des machines. Voilà, donc je pense que le côté sciences humaines, elle s'impose d'elle-même. Il faut le prendre en considération au travers ce type d'exemple. Le fait qu'elle s'impose d'elle-même comme questionnement, sans doute, le fait qu'il y ait la même spontanéité dans la sollicitation. C'est un travail qu'on a encore à faire. Madame Pascaud, comment vous recevez tout ça, vous alors, peut-être moins comme des médecins, mais malgré tout, il y a quand même des sujets. Voilà, on parle de sociotechnique, on parle de sujets qui s'invitent maintenant dans les prises en soins. De là où vous êtes, vous ne vous sentez pas embarrassé, mais vraiment de là où vous êtes, comment finalement toutes ces nouvelles questions d'éthique, de sociologie et autres, comment on les appréhende dans votre manière d'accompagner, d'être des coups de pouce? Je peux parler par exemple effectivement de la prise en compte de l'éthique. Par exemple, effectivement, vous en parliez, docteur, c'est un point qui émerge depuis maintenant quelques temps, notamment avec l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, on est très en proximité avec le Ethic IA avec lesquels on travaille de très près sur la stratégie d'intelligence artificielle donc portée par la fédération. Donc là aussi, on essaie d'animer un réseau alors qu'on a engagé il y a déjà quelques temps et justement on a promu des appels à projets de cette association, pardon, c'est pas une association, mais décidément j'ai un problème avec les qualificatifs aujourd'hui, mais de cette instance avec laquelle on est très en proximité pour accompagner donc des projets portés par des gestionnaires mutualistes de façon à favoriser l'intégration de l'IA dans les structures, donc au bénéfice des professionnels et ou des usagers. Et donc du coup, on les a construits avec Ethic IA, ces appels à projets. Et on est content de voir qu'il y a eu pas mal de réponses sur le sujet. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin et nécessairement on les a encouragés pour que l'éthique fasse vraiment partie des sujets qui soient pris en compte par les structures, si jamais ça n'était pas le cas. Mais bon, mais pour dire on a une attention forte là-dessus et le sujet de l'éthique en particulier en est un parce que ça va très vite et on est très 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 fragile aussi là-dessus. Il y a tellement de besoins et en même temps de
sollicitations par plein de start-up. Enfin, quasiment tous les jours, on est saisi de start-up qui veulent absolument qu'on les accompagne, qu'on les finance, qu'on ceci, cela. Avec, voilà, donc on a un regard, un filtre, bien sûr, pour nous aider aussi à accompagner les entreprises qui rentrent dans les critères de la mutualité. Donc voilà, donc c'est des points d'attention particuliers sur lesquels voilà, on est très attentif, assurément. Alex, tu n'étais pas là ce matin, mais je fais notamment référence à la table qui a lieu sur la formation. Comment tu reçois notamment quand Denis dit que finalement c'est presque intuité, c'est de l'interconnaissance, etc. Comment, en tant que sociologue, c'est quoi? Ça veut dire que demain, les collaborations vont être beaucoup plus faciles, beaucoup plus spontanées, que de toute façon les sujets font que. T'es optimiste alors? Je suis désolé. Merci infiniment pour cette question tout à fait neutre. Je ne pouvais pas passer à côté. Ouais. Non, oui, l'intuitu personnel, le problème, c'est que ça ne s'institutionnalise pas. Ça repose sur les qualités des gens, leur ouverture d'esprit, et que ces choses-là... Bon, après, ce sont des phénomènes culturels. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est aussi un changement à l'œuvre, sans doute. Le simple fait qu'on soit en coprésence dans cette table ronde et qu'on échange à ce sujet montre que les choses bougent. Donc, on peut espérer que vous aurez fait figure de pionnier, en fait, avec votre ouverture. Mais c'est sûr que l'implicite de ta question, c'est les formes d'institutionnalisation de cette acculturation aux sciences humaines dans les études médicales, notamment, des choses comme ça, qui, à mon avis, est encore assez faible. Je pense qu'il y a des cours de méthode, quand même, je sais. Je pense à Maxime Potra, que je connais, qui enseigne les méthodes qualitatives à ses étudiants en médecine générale, mais en pensant que les savoir-faire d'enquête sont aussi des outils utiles pour ensuite la pratique médicale. Alors, en cabinet, enfin, voilà. Bon. Donc oui, je réagis à ta question en disant chiche, allons-y, quoi. Il n'y a plus qu'à ouvrir effectivement une vraie interdisciplinarité. Et je vais rebondir sur ta question en allant même plus loin. Je pense qu'il faudrait aussi sans doute qu'on ouvre les sciences humaines, notamment plus à la biologie, à la médecine, à l'éthologie ou à des choses comme ça. Parce que c'est bien joli, parce que depuis tout à l'heure, on discute quand même de la capacité des sciences dites dures d'accepter les sciences dites molles, pour faire simple. Il me semble que ça devrait aller dans les deux sens. Et ça, c'est un immense impensé, très complexe dans la sociologie aussi, d'admettre, après tout, que certaines approches du social, par des outils de la biologie, des choses comme ça, pourraient s'entendre. Mais alors, c'est un tabou absolu. Là, je lâche une bombe. C'est enregistré ? Ouais, ok. Bon, tant pis. Bref, ce à quoi je réagis, c'est quand même cette idée que... il faudrait institutionnaliser sans doute ces échanges, en fait. C'est dès les études que les choses devraient se passer, je pense. Ouais. Vous avez fait Thierry, je t'en prie. Oui, donc je vais rebondir là-dessus. Il y a une étude récente parue dans Nature sur les déterminants de la survie du cancer, en fait. Et donc, ils ont regardé, en gros, la part génétique, c'est 20%. C'est pas que le cancer, c'est toutes les maladies chroniques, en fait. Le déterminisme biologique génétique, enfin, voilà, c'est 20%, et le reste, c'est les facteurs environnementaux, c'est culturel, enfin, voilà. Donc, ça veut dire que vraiment, il y a un champ... Nous, je pense qu'en médecine, on regarde que 20%, enfin voilà, la biologie n'explique que 20%, et donc il faut aller au-delà, et puis ça renvoie toutes les questions de l'éducation à la santé, la prévention, et puis la notion de territorialité, les inégalités d'accès aux soins, au type d'exposants, enfin ça c'est des choses sur lesquelles il faut travailler pour qu'il y ait une granulation qui soit la plus optimale possible pour essayer de mieux impacter les politiques de santé actuellement qui regardent peut-être de façon un peu trop macro et pas assez micro, quoi, voilà. Et c'est intéressant parce que, effectivement, Madame Pasco, vous disiez tout à l'heure, c'est les remontées de terrain. Et ce que dit Alex, c'est bien, je crois que tu as effectivement raison. Il ne faudrait pas donner ce sentiment, en tout cas, c'est surtout pas celui qu'on voulait donner, qu'on demande aux sciences de la santé médicale de s'ouvrir aux sciences humaines, parce qu'il y aurait tout un tas de questionnements pour lesquels on s'estimerait autrement plus légitime que vous l'êtes. C'est pas du tout ça, et je crois que tu as raison. D'ailleurs, je crois que sur mon papier, vous pouvez vérifier Thierry, j'ai bien mis acculturation réciproque, et tu es plus fondé que moi pour dire qu'effectivement, même chez nous, en sociologie, pour ne parler que d'elle, c'est pas quelque chose d'aussi courant. On a toujours en souvenir cette discussion qu'on a vue dans le couloir où même certains de nos collègues se demandaient si c'était bien un objet sociologique ou que c'était impossible de travailler avec vous parce que de toute façon les hiérarchies faisaient que. Donc c'est aussi un travail à faire chez nous, effectivement, qui passe sans doute par des projets.
qui passe sans doute peut-être par des projets, même si on voit bien un peu la limite de trop de projets. Parce qu'il y a tellement de projets qu'on a par moments des difficultés à... Enfin, c'est la discussion qu'on a eue à plusieurs reprises avec Thomas sur comment on capitalise, comment on les valorise. Mais c'est vrai que le projet peut aussi être un bon endroit, une bonne échelle pour apprendre à mieux se connaître. Voilà. Je ne sais pas combien de temps il nous reste pour que la salle puisse... C'est 30 ? Bernard ? Non. Est-ce qu'on passe la salle ? C'est ça ? Kevin ? Est-ce que vous souhaitez, est-ce qu'il y a quelques personnes qui souhaitent réagir ? Thomas ? Alain, vous avez une question quand même pour la sociologie ? Alors, moi j'avais une remarque, alors il fait trop chaud pour gratter, mais j'avais une remarque un peu poil à gratter, que je vais commencer de manière qui va paraître très inoffensive, mais qui sera peut-être un peu provocatrice après. En travaillant avec des médecins, j'ai toujours été étonné de la grande politesse académique dont le corps des médecins fait preuve. C'est-à-dire que dans mes échanges avec des médecins, j'ai toujours l'impression qu'ils font très naturellement, qu'ils reconnaissent la sociologie comme une science, alors qu'on pourrait s'attendre de loin que justement des disciplines très légitimes, très scientifiques, très implantées ou très reconnues aussi, pourraient se permettre d'être un peu plus cavalières avec les sciences humaines. Et je me suis demandé si c'était pas un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas une sorte de politesse qui fait que les sciences dures reconnaissent notre légitimité et nous, parfois, on va un peu tempérer notre regard critique sur les sciences dures, parce qu'il y a toute une sociologie critique de la médecine, par exemple, qui est très sévère, qui va montrer le rôle de la connaissance médicale dans le contrôle des corps, dans le biopouvoir, etc. Et je me demande si... Et parfois un petit peu ce même rapport aussi avec les financeurs ou les partenaires, c'est-à-dire qu'on est toujours très heureux d'avoir des partenaires, des financeurs ou des facilitateurs qui reconnaissent l'importance de la sociologie, mais est-ce qu'on ne vous doit pas d'une certaine manière de tempérer un peu notre regard critique ? C'est des questions que vous vous posez, vous, ou je suis tout seul dans ma tête ? Enfin, je peux... J'ai très chaud aussi. Non, mais il y a différents aspects de la médecine. Si on regarde le prisme de la biologie, de la physiopathologie, des découvertes qui constituent des avancées de la science pure et dure, mais quand on côtoie le patient, on ne gère que l'incertitude. Donc, on n'est pas une science dure. Je vais contre ce qualificatif. Alors, peut-être les biologistes moléculaires qui font que du travail sur l'ADN, voilà, peut-être, mais quand on a du relationnel avec le patient, notre quotidien, c'est l'incertitude. Donc, voilà, c'est pas du dur. Au sens... C'est intéressant, ça. C'est sur l'idée que c'est la molécule... Non, simplement pour vous dire que non, il n'y a aucun... que d'une part on a chaud, mais non, qu'il n'y a pas, absolument pas, vraiment de notre fenêtre, tout à fait, je pense que vous l'avez constaté, assez modeste sur l'examen de tout ça. Je me dis, en fonction des projets les plus récents, justement, notamment présentés par le Youth Tech Lab, voilà, la légitimité comment dirais-je, de la contribution, quelle qu'elle soit, n'est pas du tout un point que l'on interroge. C'est bien au contraire, on se dit, encore une fois, de notre fenêtre, c'est encadré, c'est accompagné, il y a une méthode, voilà, ça paraît fondé, sérieux. Alors, je ne parlais pas spécialement là pour le coup du Youth Tech Lab, attention, mais en général, voilà, c'est ça qu'on va regarder. Et donc, voilà, et on a les références. Et donc, en fonction, j'ai envie de dire, du projet, et si ça coule de source, et encore une fois, avec la méthode... je ne sais pas si c'est le bon mot, mais scientifique qui doit aller avec, en fonction donc du projet. Nous, on ne regarde pas la discipline du moment qui accompagne ou pas. Mais la sociologie fait partie. Pour moi, c'est peut-être assez nouveau. Ou en tout cas, j'ai pas cette expérience de longue date, mais je trouve intéressant justement, notamment d'avoir des expériences suivies, accompagnées par des sociologues. Donc on les regarde avec intérêt et bienveillance.
Pour continuer la discussion, je pense aussi que la posture du médecin a changé ces derniers temps. Avant, c'était le mandarin qui avait la science infuse. Maintenant, on est quand même plus dans le patient participatif. Les notions de bénéfice-risque, c'est quand même des choses qui sont abordées. C'est plus transparent. Donc, je pense que la posture est différente actuellement du médecin dans le système de soins. Et puis il y a la question un peu qui était déjà dans les années 80, quand le président il s'appelait IBM, je ne sais plus son nom, faisait une conférence, il y avait toujours quelqu'un qui disait mais est-ce que finalement l'informatique, la machine ne va pas remplacer l'humain et la réponse était mais voyons, bien sûr que non. Bien sûr que non. Par contre, le danger, c'est que l'humain se comporte comme une machine. Et quand on a compris ça, c'est pour ça que je reviens sur ces histoires d'affect, etc. C'est des choses qui ne sont pas dans le champ de l'intelligence artificielle, quoi que vous fassiez. Et bien sûr qu'il y aura besoin de médecins. Bien sûr, la technologie est importante. Il faut faire de la recherche interdisciplinaire. Tout ça, c'est vrai. Mais il faut bien garder en compte que les affects, que la relation, enfin, je ne sais pas comme vous voulez, doit primer sur tout, en fait. Monsieur Thomas Gargot. Donc il y a 90 ans de recherche un peu sur les innovations et comment ça change un peu les collectifs. Et voilà, qu'est-ce qu'on tire un peu de ces 90 ans, vu que la sociologie finalement est une science dure. Voilà, moi, ça me rappelle beaucoup un petit bouquin qui s'appelle Du mandarin au management hospitalier, et est assez perturbant comme bouquin, parce qu'en fait, il évalue... c'est de l'anthropologie, je crois, ou la sociologie, je n'ai toujours pas compris. Il évalue un peu le même type de service de chirurgie cardiaque avec des organisations un peu différentes. Et il compare dans différents pays, différentes organisations. Et en fait, sa conclusion est plutôt que finalement, le mandarin, il est pénible. C'est un peu le modèle old school. Mais il a quand même une vision un peu globale. Il porte un projet médical. Et il n'est pas enfermé dans des fiches projets, des fiches de poste, en fait, où finalement le collectif, il est un peu atomisé avec en fait des individus qui ont du mal à avoir une vision globale de l'organisation du système de soins, quoi. Quand Denis il dit moi j'ai besoin de comprendre un peu la pénurie médicale au point d'aller jusqu'au géographe, là il se pose beaucoup de questions sur tout le système de soins. Mais on a tellement de choses à connaître en tant que jeune médecin qu'en fait on est vite atomisé, on est vite surspécialisé. On en parlait ce midi, les jeunes médecins, ils vont pas forcément faire des stages d'aide-soignants en EHPAD, à l'hôpital psychiatrique. Ça se fait plus, ça se faisait avant, mais ça se fait plus du tout, quoi. Donc en fait, chacun est un peu dans sa spécialité, et il y a un risque un peu d'atomisation et puis de perte peut-être d'un projet global, finalement. Je crois qu'on a écoulé le temps. Pas de le philosophe, qu'est-ce qu'il aura à nous dire là-dessus? Non, c'est bon. Personne. Pas d'autres remarques. Je pense qu'on a coupé le temps. Merci. Et puis, il y a une pause, non? C'est pas ça? Ouais, une pause.